Bonjour, bonjour. Enfin, je voulais passer en revue un petit peu avec vous la fiche d'histoire que je vous avais donnée jeudi. Euh, donc je vais répondre aux questions avec vous parce que l'idée c'est pas que vous deviniez, mais c'est plutôt que je vous raconte un petit peu les histoires comme on fait d'habitude en classe. Alors, donc sur le premier document ici, donc ça c'est le corrigé que je vais vous envoyer dans le mail. Donc on a sur le document 1 le sacre de Charlemagne, c'est-à-dire son couronnement en tant qu'empereur, qui a été peint sur un manuscrit qui date du XVe siècle. Et ici sur le document 2, on a Charlemagne qui est représenté avec ses vassaux, donc c'est-à-dire ses serviteurs, et c'est un document qui date de l'an 845. Donc quand on vous demande la première question, lequel est le plus proche de l'époque où vivait Charlemagne, c'est bien sûr le document 2, puisqu'on se souvient que Charlemagne a été couronné en l'an 800. Ensuite, sur la question numéro 2, on vous demande ce que fait le pape sur le document 1. Donc le pape, il est en train de couronner Charlemagne empereur. Donc il va le rendre... il devient empereur. On vous demande ce qui nous montre que Charlemagne est un roi très chrétien. Donc il y a plusieurs choses. Déjà, on voit sur le document ici que Charlemagne est agenouillé devant le pape, qu'il est en train de prier. Il est également entouré de nombreux évêques, toutes ces personnes avec les grands chapeaux blancs. Et puis, on voit également des croix chrétiennes sur le document. Donc voilà, tout ça nous montre que Charlemagne était vraiment un roi très chrétien. Et d'ailleurs, il s'est employé à répandre le christianisme dans tout l'Empire durant tout son règne. Voilà. Ensuite, donc on revient sur le document 2 ici. On vous demande où est Charlemagne et à quoi on le reconnaît. Alors, Charlemagne, il est ici. C'est le 4e en partant de la gauche et tout simplement, on le reconnaît parce qu'il porte une couronne. Voilà. Et tous les autres sont ses vassaux, c'est-à-dire les gens qui l'accompagnent et qui le servent. Voilà. Si on tourne la feuille, donc au verso, donc je vais vous lire le document 3 que vous pourrez relire également. Donc il a été rédigé autour de l'an 850 et il parle de l'empire disloqué. Donc pleurez race des Francs, car l'empire élevé par la faveur du Christ gît à présent dans la poussière. Avant, il n'y avait qu'un chef et il n'y avait qu'un peuple. Les gens vivaient dans la paix. Mais à présent, l'empire a perdu et son nom et sa splendeur. L'unité royale s'est brisée en 3 morceaux. Au lieu d'un royaume, il n'y a que des débris de royaume. Le bien commun n'est plus reconnu. Alors on voit que ce monsieur, il est un peu déçu, un peu triste. Et donc il parle bien de l'empire carolingien, c'est-à-dire l'empire qui a été fondé par Charlemagne et par ses descendants. On le voit ici sur la carte et on voit qu'il a été divisé en 3 parties. Donc effectivement, donc on est bien après la mort de Charlemagne, puisque ce sont les petits-fils de Charlemagne qui vont récupérer cet empire, divisé en 3 par le traité de Verdun, qui a été érigé en l'an 843. Pourquoi l'auteur se lamente-t-il ? Eh bien parce que l'empire carolingien, qui était donc un seul empire, un seul territoire gouverné par un seul empereur, est maintenant divisé en 3 parties, ce qui risque donc de l'affaiblir. Voilà, et quels sont les 3 morceaux dont parle l'auteur ? Donc on a donc la Francie occidentale, qui est dirigée par Charles le Chauve. On a la Lotharingie, qui est dirigée par Lothaire, et la Francie orientale, qui est le royaume de Louis le Germanique. Donc comme je vous disais, ce sont les 3 petits-fils de Charlemagne. On a toujours cette règle qui oblige à léguer son royaume à ses descendants masculins. Voilà, c'est-à-dire que les filles, à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de gouverner. Voilà. Si on passe au document 5, donc on arrive au 9e et au 10e siècle, et donc on vous demande qui envahit l'Occident, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest,
au 9e et au 10e siècle. Donc on voit qu'on a les Vikings qui viennent du nord comme ça, on a les Sarrasins qui viennent du sud et on a les Hongrois qui viennent de l'est. Donc ce sont les dernières invasions barbares en France et elles ont une particularité, c'est qu'elles viennent de partout en même temps, de l'est, du nord et du sud. Et donc l'Empire carolingien était déjà relativement fragilisé suite à la mort de Charlemagne et au traité de Verdun qui avait séparé l'Empire en 3 parties. Mais alors là, autant vous dire que ces dernières invasions barbares, elles ont réellement affaibli l'Empire. Elles sont un peu différentes des invasions barbares qu'on a étudiées avant. Pourquoi? Parce que contrairement aux autres barbares, ceux-là cherchaient surtout à piller. En fait, ils ne cherchaient pas vraiment du territoire, ils cherchaient vraiment des butins, de l'argent, des biens. Et donc, ils ont fait beaucoup de dégâts. Voilà. Et donc, que risque de devenir l'Empire carolingien après ces invasions? Il risque d'être dissous complètement. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer, puisque petit à petit, donc on n'aura plus du tout d'unité politique, c'est-à-dire qu'on n'aura plus seulement un dirigeant pour un royaume, mais le système féodal qui va se mettre en place. Alors, on l'avait vu rapidement l'année dernière, mais évidemment, on reprendra tout ça en classe après. Donc, on va avoir des dirigeants locaux. Un peu comme suite à Clovis, quand on avait les maires du palais qui dirigeaient de manière locale en Francie. Là, ça va être un petit peu pareil. On va avoir des dirigeants régionaux et vous allez voir que ça va être un petit peu le bazar. Ça va être une période qui ne va pas vraiment être simple pour la France. Voilà, alors je vous ai fait ça rapidement pour qu'on continue quand même l'histoire. Évidemment, on reprendra tout ça en classe et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Voilà, je vous joins ce corrigé par mail. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt!